30 août 1945. Le Pacifique s'est étendu gris et infini, son vent implacable a tiré des eaux. Une guerre qui s'est finalement terminée derrière l'écho de sa destruction. Sur le pont d'un navire de transport de la marine américaine, un groupe de femmes japonaises s'est rassemblé, vêtues de vêtements trop légers pour le froid qui coupe l'air. Ses corps tremblaient le rythme des vagues, ses yeux larges, fixés à un horizon qui n'était plus eux. Certains avaient été des infirmières capturées sur les îles reculées du Pacifique, d'autres, employés ou civils traînés par le tourbillon de reddition. Ces visages, pâles et encadrés par des cheveux noirs attachés sans soin, ont porté la fatigue d'un peuple vaincu. Pendant des années, des affiches de propagande leur ont appris à voir les Américains comme des bêtes de sang et de jets, des démons de griffes tranchantes. Mais ils étaient là, entourés de jeunes dans des uniformes impeccables, des hommes qui ont parlé à des accents étranges et dont les gestes ne dénonçaient pas la haine, mais une courtoisie étrange. Une cigarette offerte ici, un verre d'eau là-bas, comme s'ils étaient étrangers en transit, et non en ennemis en retard. La scène a contesté tout ce qui leur avait été inculqué pendant des années d'endoctrinement. Le navire se glisse, coupant les eaux vers la côte américaine, conduisant le poids d'une nation abandonnée. Au début, le silence régnait entre eux. Les corps collés et visibles respirent dans l'air froid du matin. Certains ont pressé les dernières traces d'une vie passée contre leur poitrine, des sacs passés, des photographies fanées, un kimono plié sous des couvertures militaires. Chacun portait non seulement ses effets personnels, mais une histoire de survie. Une infirmière de 28 ans, anciennement garée dans un hôpital de campagne de Seppan, devient des amis pour se jeter des falaises afin de ne pas tomber entre les mains des Américains. Un autre, seulement 21 ans, a tapé des rapports dans un siège lorsque les troupes ennemies ont entouré l'île. Un troisième, plus âgé que les autres, a pris soin des enfants d'un poste missionnaire lorsque la reddition les a jetés en prison. Leur voix était distincte, mais la peur qui les unit était la même, qu'est-ce qui les attendait dans la terre ennemie? Les Américains à bord étaient presque des garçons, beaucoup au même âge que les prisonniers. Les agriculteurs de l'Iowa, les travailleurs de Pennsylvanie, les joueurs de baseball du Texas, sont maintenant transformés en marins et gardes. Ils ont marché sur le pont avec une autorité détendue, des fusils accrochés à leurs épaules, des sourires éphémères alors qu'ils attiraient les yeux curieux des femmes. Un soldat, amusant d'hésitation, a étendu une paquet de frappes chanceuses, battant légèrement ses doigts avant de lui offrir un geste de paix. Les femmes se sont retirées, suspectent que ce soit un piège. Quand on a finalement accepté, ses mains serrées, le soldat lui a seulement allumé sa cigarette avec un signe de tête. C'était un acte simple, mais assez pour casser le mur terroriste construit par des années de lavage de cerveau. Ce n'étaient pas des monstres. Ce n'étaient que des hommes troublants. Le voyage a été long et les jours sur le navire étaient confus. Les repas sont arrivés à des heures fixes, pain, soupe, parfois même viande. L'abondance les rendait étonnés, bien que certains ne puissent rien avaler, l'estomac serré par l'anxiété. Les nuits étaient plus froides, les lits superposés durs et les chuchotements remplissaient l'obscurité alors qu'ils tentaient de déchiffrer le sort qui les attendait. Des rumeurs ont circulé, la Californie, peut-être le Texas, des noms qui semblaient exotiques et immenses. Aucun d'entre eux ne connaissait l'Amérique, bien que beaucoup ne l'imaginaient comme une terre d'arrogance, de gratte-ciel et de machines sans fin. Penser à marcher sur ce sol était aussi impossible que d'imaginer la paix après des années de bombardement et de rationnement. Mais la révélation la plus inquiétante ne venait pas de la peur de l'inconnu, mais de la présence même de ces Américains. Par rapport aux hommes qu'ils connaissaient au Japon, squelettiques pour le manque de riz, consommés par la guerre, les soldats américains paient. Ce sont des géants, épaules élevées et larges, énergie débordante. Ces uniformes sont bien tombés, les bottes brillaient et ces rires ont coupé le vent. Les femmes les ont regardés à la cachée, avec cette vitalité. On leur a appris à croire que les Américains se décomposaient et faibles, adoucis par le luxe. Mais ces hommes, avec des yeux clairs et des corps agiles, n'avaient rien de fragile. La contradiction les a blessés comme un couteau silencieux dans les certitudes restantes. Un après-midi, lorsque le soleil a mis le feu à l'horizon, l'infirmière de Seppan se tenait près du bélier, perdue dans la ligne d'or où la mer a trouvé le ciel. Un marin américain, à peine hors de son adolescence, a été soutenu par quelques pas au-delà, fumant en silence. Pendant longtemps, les deux sont restés comme ça, deux figures de mondes opposés partageant le même vide. Quand il a finalement parlé, sa voix était douce, presque timide, vous y tiendrez. Elle ne comprenait pas les mots, mais le ton transmettait quelque chose qui dépassait la langue, il n'y avait pas de menace là-bas, pas de haine, peut-être même une ombre de gentillesse. Il s'est tourné rapidement, gêné par ce son humain. À l'intérieur des cabines,
les conversations ont gagné du courage. Une jeune femme a chuchoté que les gardes ressemblaient à des acteurs des films américains qu'ils ont vus avant la guerre. Un autre a avoué que ses sourires lui faisaient peur, trop larges, trop libres. Un troisième a admis que ces grands soldats la faisaient se sentir petite, comme un enfant. Ils ont ri nerveusement, mais derrière le rire, il y avait un profond inconfort. Si tout ce qu'il leur avait dit, c'était un mensonge, quoi d'autre était faux? Si l'ennemi n'était pas grotesque mais attrayant, pas cruel, mais courtois, alors qu'avez-vous tant souffert? Ces esprits ont lutté avec des questions sans réponse. Les jours passaient, marqués par les cloches et les repas, la respiration sifflante incessante des vagues. Petit à petit, les femmes se sont adaptées, bien que la peur ne les ait jamais complètement abandonnées. Maintenant, ils ont remarqué des détails, la façon dont les Américains se sont moqués les uns des autres, alors que l'on sifflait une mélodie tout en brillant les bottes, alors qu'une autre priait la nuit, dirigez-vous vers le bas. Ces scènes quotidiennes de tous les jours semblaient des miracles. Ils ont attendu la brutalité, mais n'ont trouvé que des routines d'une vie qui n'avait jamais été autorisée à vivre. Il était désarmé, déroutant et étrangement, douloureusement, parce qu'il leur rappelait ce que ses propres frères et maris auraient pu être si la guerre ne les avait pas dévorés. Le matin du 30 août, la ligne Costa a finalement émergé, d'abord un léger coup, puis une silhouette, jusqu'à ce que la forme indubitable de l'Amérique soit dessinée à l'horizon. Les femmes se sont pressées contre l'artère, les cœurs accélérés. Pour certains, la peur est revenue avec tout. Quelles épreuves les attendaient dans cette immense et hostile terre? Pour d'autres, la curiosité a brûlé. Les grands gardes étaient près d'eux, regardant la maison avec une tranquillité qui semblait absurde, comme s'ils revenaient d'un long quart de travail, pas la fin d'une guerre mondiale. Le contraste était presque insupportable. Ces prisonniers sont entrés dans un pays qu'ils ont appris à détester, un pays qui déciderait maintenant de leur destination. Et à côté de lui, il y avait des hommes dont l'existence simple a nié chaque avertissement, chaque caricature qui leur avait été dupe. Le navire se glisse à l'approche du port, les mouettes tournant sur sa tête, l'air plus net avec l'odeur de la terre. Une des femmes, serrant son sac contre sa poitrine, murmura à l'infirmière à ses côtés, « Si ce ne sont pas des monstres, alors quels sont-ils » La question portait le poids d'une terreur et d'une fascination tout aussi profondes. L'infirmière n'avait pas de réponse. Il n'a fixé ses yeux que sur le quai américain qui s'était avancé, où les plus de soldats attendaient, plus haut, plus large, plus impeccable qu'il ne l'avait jamais imaginé. Votre poignet a tiré. Le pays de l'ennemi les a appelés. Et pour la première fois, l'ennemi ne semblait rien à ce qu'il avait appris à craindre. La scène était mariée. Obscène dans sa normalité. Un jeu de balle parmi les hommes qui, jusqu'à il y a quelques mois, avaient été décrits comme des démons soif de sang japonais. Maintenant, ils étaient en riant alors que le cuir frappait les gants de baseball, les muscles des bras se contractant sous des uniformes impeccables. Le soleil se reflétait dans la sueur de ces tests, mais ce n'était pas la sueur de la peur ou de la faim, c'était la sueur de ceux qui avaient encore la force de jouer. L'une des infirmières, celle qui, à ses pans, avait vu des enfants mourir d'une dysenterie tandis que les Américains avançaient, a-t-il dit, ses ongles cloués à ses paumes. Ils jouaient, pensaient, comme si la guerre n'était qu'un intervalle entre une saison et une autre. Comme si leur monde avait enterré à la hâte, enveloppé dans des chiffons sales de terre, n'avait pas existé. Comme si leur monde n'avait pas été brûlé. Le baseball est tombé sur le sol, roulé au pied d'un soldat qui l'a renvoyé en l'air avec un mouvement détendu. Le son de leur rire résonnait, bien sûr et léger, comme si l'air de l'Amérique était fabriqué à partir d'une autre affaire, ni dense, plus généreuse, incapable de porter le poids de la défaite. Les femmes japonaises ont regardé, des lèvres sèches, des cœurs frappant un rythme qui ne se panique plus, mais quelque chose de pire, le doute. Peut-être que la véritable horreur n'était pas la cruauté de l'ennemi, mais son indifférence. Pas la faim qu'il pourrait infliger, mais l'abondance qui ne leur serait jamais offerte. Pas les cris de la haine, mais le silence de ceux qui avaient déjà tout gagné avant la fin de la bataille. Une garde américaine, il regarda le regard fixe du prisonnier et il hésita pendant un moment. Son sourire s'estompa, comme si ce n'était qu'alors qu'il se souvenait que ces femmes n'étaient pas des spectateurs, mais des trophées. Il tenait le ballon plus fort, ses doigts serrant la couture en cuir. Puis, avec un geste presque imperceptible, il a fait signe de la tête à suivre. Les portes du champ s'ouvraient. À l'intérieur, les tentes alignées avec des rangées précises, les bois légers sous le ciel bleu. Il n'y avait pas de barbelés, pas. Il n'y avait pas de chiens aboyants, pas de garde de cassette. Seule une clôture basse, comme si la propre géographie des États-Unis,
vaste et indomptable, était déjà suffisante. Un officier s'est approché, détenant un dossier médical. Son visage était trop jeune pour tant de pouvoir, mais sa voix était ferme, pratiquée. Accueillir. Vous serez traité selon les conventions de Genève. Les mots ressemblaient à une insulte. Convention. Comme si la guerre avait des règles qui n'étaient pas enfreintes lors du premier coup. Comme si la faim, le napalm, les enfants carbonisés à Hiroshima étaient des clauses négociables. L'une des femmes, une professeure de Kyoto, dont les mains tremblaient encore alors qu'elle se souvenait du jour où elle avait enterré ses élèves sous les décombres de l'école, a-t-elle regardé. Sa voix est sortie comme le rôle du riz déchiré. Et nos hommes? Où sont-ils? L'officier n'a pas flashé. Il a indiqué qu'avec un mouvement du menton, la direction des montagnes au loin. Fonctionnement. Reconstruire les routes. Plantation. Ils vont bien. Bien. Le mot s'arrêta dans l'air, la graisse et le mensonge. Ainsi, un homme peut se faire briser le dos par le travail forcé? Ainsi qu'un soldat peut l'être lorsque sa patrie a été réduite en cendres et qu'il porte maintenant des pierres aux gagnants? Mais personne n'a fait valoir. Parce que là, à ce moment-là, ils ont compris la règle non rémunérée du lieu, l'Amérique n'avait pas à mentir. Elle était simplement. Et ils, maintenant, n'étaient que des ombres en elle. Le vent a soufflé, apportant l'odeur de l'herbe coupée et de la terre humide. Certaines femmes ont fermé les yeux, comme si l'arôme pouvait effacer, pendant une seconde, la mémoire de l'odeur de la chair brûlée. D'autres ont regardé leurs propres mains, des enfants qui avaient tenu des aiguilles, des stylos, des couteaux de cuisine, et maintenant ils n'ont suivi que des ordres dans une langue qu'ils comprenaient à peine. L'un d'eux, le plus jeune, a chuchoté. Et s'ils ont raison? Et si nous nous trompons tout le temps? Personne n'a répondu. Poussière. Rook, la question ne concernait pas la guerre. Il s'agissait du monde qui viendrait après elle. Des gants en cuir avec une fissure sèche, comme si le son portait le poids d'une normalité qu'il ne reconnaissait plus. L'infirmière de Sépan a serré ses doigts autour de son sac, sentant le cuir passer par une utilisation, l'une des rares traces d'une vie qui semblait maintenant être une autre femme, à un autre moment. Ses yeux ont suivi la trajectoire du ballon, fascinés non pas par le jeu, mais d'après ce qu'il représentait, une telle confiance absolue dans sa propre force qu'il n'avait même pas besoin d'être démontré avec violence. C'est ça, après tout, ce qui les a érodés à l'intérieur. Ne pas vaincre en eux-mêmes, mais le soupçon que tout ce qu'il leur avait appris à mépriser pourrait en fait être la preuve de quelque chose de bien pire, que l'ennemi n'était pas un monstre, mais un miroir déformé de tout ce qu'ils avaient eux-mêmes perdu. La porte de la porte enfermant derrière eux, les scellant à l'intérieur de cet étrange monde où même l'air sentait différent bien, comme si la guerre n'avait jamais passé. La caserne s'étendait dans des rangées précises, des bois légers sous le soleil du matin sans les taches de moisissure ou l'odeur de désespoir qui a marqué les abris de fortune à Tokyo. Les gardes marchaient avec des progrès, mais sans hâte, les fusils accrochés à leurs épaules comme des outils et non des armes. L'un d'eux siffla doucement, la mélodie se perd dans le vent avant de pouvoir la reconnaître. Ce n'est pas un chant, pensait le greffier, serrant les doigts contre la couture du sac jusqu'à ce que les ongles font mal. C'est une leçon. Et la première leçon est venue avec le petit déjeuner. La cloche sonnait avant que le soleil ne soit grand, un son clair et méthodique, comme une école un jour de fête. Ils se sont alignés, hésitants, les corps encore tendus par l'attente du cri, la poussée, l'humiliation de routine. Au lieu de cela, ils ont reçu des plateaux. Et dans les plateaux, la nourriture. Des œufs brouillés jaunes comme le soleil d'été, du pain si doux qu'il a été effondré au toucher, le bacon croustillant grinçant toujours sur l'assiette en métal. Les plus jeunes des infirmières ont porté sa main à sa bouche, comme si le geste pouvait contenir le son qui s'est échappé de la gorge, à mi-chemin entre un sanglot et un rire. Cela nourrirait ma famille pendant une semaine, chuchotait, ses doigts tremblants sur le couteau. À côté, le greffier n'a pas répondu. Non pas parce qu'il n'entendait pas, mais parce que ses mains étaient trop occupées, l'une suivit la cuillère jusqu'à sa bouche, l'autre pressa ses yeux fermés, comme s'il pouvait écraser ses larmes avant qu'il ne tombe. Pendant des mois, ils avaient survécu avec du riz à queue et des feuilles cuites jusqu'à ce qu'ils deviennent de la pâte. Ici, l'ennemi leur a offert un banquet. Certains ont crié. Non pas par la nourriture elle-même, mais à partir de ce que cela signifiait, que leur propre nation les avait faim comme le pays qui les avait vaincus les nourrissant maintenant sans hésitation. C'était une cruauté d'une autre sorte, plus subtile et plus profonde, la cruauté de découvrir que la miséricorde pouvait faire plus de mal que de haine. Les jours traînaient vers l'avant,
marqués non pas par des ordres criés, mais parfois imprimés sur des peintures noires. Repas, appels, examens médicaux, tâches pour ceux qui voulaient travailler. Uniforme de tissu épais, ni rugueux ni dégradant, seulement pratique. La nuit, dans la caserne féminine, les lits se sont classés sous le poids des corps qu'ils ne pouvaient toujours pas se détendre. Dans l'obscurité, les voix ont entrelacé, mon mari est parti pour la Birmanie en 42 ans. Il ne savait pas s'il mangeait quelque chose de chaud avant sa mort. Mon fils cadet a demandé tous les jours quand la guerre se terminerait. J'ai menti et j'ai dit bientôt au point. Et s'il savait que nous avions aussi des choix? La question planait, sans réponse, car ils connaissaient tous la vérité, il n'y avait pas de choix. Non alors, non là. Ce n'est que maintenant, dans cet endroit impossible qu'ils ont commencé à soupçonner qu'il y avait toujours d'autres façons d'être forts. Les Américains, à leur tour, semblaient aussi déconcertés qu'ils. Les gardes se sont approchés. Avec une politesse exagérée, comme s'ils avaient peur qu'un geste brusque puisse briser quelque chose de fragile. Un soldat a montré à l'infirmière comment ouvrir le robinet de la douche, riant doucement tandis qu'elle reculait tandis que l'eau chaude coulait sans hésitation. C'est juste de la plomberie, dit-il, comme si cela expliquait le miracle. L'autre jour, alors qu'une des femmes trébuchait sous le poids d'une caisse, un gardien lui tendit la main sans réfléchir, lui enlevant le fardeau avec un sourire gêné. Elle était paralysée, attendant la gifle, l'accusation, la punition. Rien n'est arrivé. Juste le son de votre propre battement de cœur, trop rapide pour quelque chose d'aussi simple qu'un acte de gentillesse. Voilà donc leur guerre, une série de petits gestes qui démantelaient, morceau par morceau, tout ce qu'on leur avait appris à croire. Non pas que les Américains fussent des saints, leurs fusils brillaient toujours au soleil, les clôtures les entouraient toujours, et la nuit, quand le vent soufflait de l'est, certains juraient avoir entendu l'écho de bombardements lointains. Mais la cruauté, lorsqu'elle existait, n'était pas la question. Il s'agissait d'autre chose, de bien plus dangereux, la démonstration calme qu'ils pouvaient se permettre d'être humains. Même le baseball en faisait partie. Ils regardaient les soldats jouer pendant les chaudes après-midi, leurs corps agiles, leurs rires, comme si la guerre n'était qu'un intervalle dans leur vie et non la fin. L'employé appuya ses doigts contre la clôture, se souvenant des garçons de son village, qui improvisaient des chauves-souris avec des brindilles et des balles avec des chiffons enroulés. Ces hommes jouaient pourtant avec du matériel réel, avec une légèreté qui semblait finalement obscène. C'est comme observer une autre planète, murmura-t-il, et l'infirmière à ses côtés ne répondit pas parce qu'elle était trop occupée à compter les dents blanches des soldats, si nombreuses, si droites, si différentes des sourires minces des hommes qu'elle avait vus mourir. Les lettres arrivaient aux Américains en piles organisées, des enveloppes aux timbres colorés, des photographies qu'ils gardaient dans leurs poches comme des talismans. Les Japonaises regardaient en silence. Pour eux, la famille n'était qu'un souvenir, les visages s'effacent avec le temps, les voix qu'ils n'entendent plus clairement. Un jour, un gardien a montré la photo d'un enfant blond, souriant avec un chien dans les bras. « Ma fille, dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde d'avoir un morceau de maison si proche, même à des milliers de kilomètres. » L'infirmière baissa les yeux, sentant le goût amer dans sa bouche. Son fiancé était parti avec une lettre en poche au revient vite et plus jamais. Et pourtant. Il arrivait parfois que la méfiance cède la place à quelque chose qui ressemble à de la compréhension. Lorsqu'une des femmes la remercia dans un anglais approximatif pour le savon supplémentaire, le soldat répondit par un salut exagéré, comme si elle était une dame au bal. Elle rit sans le vouloir, et ce son la surprit tellement qu'elle porta la main à sa bouche, comme si elle pouvait le capturer et le garder. Une autre fois, pendant une tempête, les gardes se sont précipités pour fermer les fenêtres et renforcer les toits, se criant des ordres comme s'ils protégeaient leur propre maison. Les prisonniers aidaient, traînant des cartons, tenant des bâches, et pendant un instant, juste un instant, il n'y eut ni clôture, ni fusil, ni côté. Juste des gens et le vent hurlant entre eux. Par la suite, lorsque la pluie s'est arrêtée, personne n'a mentionné ce qui s'était passé. Mais ils s'en souvenaient tous. Les rapports de la Croix-Rouge internationale parlent de « traitements exceptionnels », de « normes humanitaires inhabituelles ». Les femmes ne lisaient pas ces rapports, mais elles les vivaient avec chaque bain chaud, chaque tranche de pain, chaque couverture propre. C'était une gentillesse qui désorientait plus que n'importe quelle brutalité. Certains se réveillaient la nuit en sueur, convaincus que tout cela n'était qu'un piège, que le véritable châtiment était encore à venir. D'autres murmuraient, dans le noir, que peut-être les Américains n'étaient pas ce qu'on leur avait dit. Peut-être oui, c'était ce qui faisait mal qu'ils n'étaient que des hommes. Comme eux. Comme tes parents, ton
frères, leurs maris. Seulement différents. Parce que ces hommes avaient de la nourriture. Ils avaient des lettres. Ils avaient des dents entières et des rires faciles et une guerre qui, pour eux, était terminée. Et c'est, plus que n'importe quel environnement, ce qui les a gardés des prisonniers. Du pain chaud sortant de la cuisine, le son du rire d'un soldat alors qu'il trébuche dans ses propres bottes, la façon dont la lumière du crépuscule a transformé les clôtures en fil en lignes d'or presque poétiques. C'était le poids d'une orange placée dans sa main par un jeune homme aux yeux clairs, qui avait marmonné à vous avant de s'éloigner, comme s'il craignait qu'il ait fait quelque chose de mal. Ce sont les petits actes qui ne rentraient pas dans les ordres de guerre, qui n'étaient pas dans les manuels de prison, mais qui existaient toujours. Et y existaient aussi. Parce que la vérité la plus douloureuse n'était pas que les Américains étaient humains, c'était, malgré tout, c'était aussi. Cela, sous les couches de la haine et de la loyauté sous serment, a toujours pulsé quelque chose qui reconnaissait la bonté quand je l'ai vu. Cela, en fermant les yeux, il ne pouvait plus évoquer le visage du marié perdu, mais aussi celui du soldat qui lui avait prêté son manteau un matin de gel, ou le cuisinier américain qui lui a appris à faire des biscuits avec des restes de farine. Ces souvenirs n'ont pas effacé le deuil, ils l'ont rendu plus complexe, comme si le cœur était un champ de bataille où deux vérités se sont battues pour le même espace. Le train qui les ramènerait au Japon sifflait au loin, un son pointu qui coupe l'air comme un couteau. Certaines femmes se sont précipitées, désireuses de laisser les années de captivité derrière. D'autres hésitaient, regardant les soldats qui les regardaient maintenant en silence, sans les sourires faciles auparavant. Il n'y avait plus de musique dans la cour. Il ne restait plus de dessin par la lessive lavée. La guerre était terminée, mais quelque chose avait été perdu au cours de ces mois de coexistence forcée, algo qui n'était pas de l'innocence, mais la simplicité de la haine pure sans nuance. L'infirmière a serré contre sa poitrine l'emballage qui contenait ces quelque chose, une brosse à cheveux, une écharpe brodée par un hangar, et, caché dans la doublure, un morceau de papier avec des mots anglais qu'elle n'oserait jamais prononcer à haute voix. « Tu iras bien. » Un soldat lui avait écrit un après-midi quand il l'a vue pleurer après avoir reçu des nouvelles de chez elle. À l'époque, elle avait déchiré le papier, jeté au sol. Mais plus tard, quand personne n'a regardé, il l'a récupéré et l'a gardé. Maintenant, à l'approche du train, elle a ressenti le poids de ces personnages étrangers contre sa peau, comme une promesse ou une trahison. C'était peut-être les deux. Le Japon les attendait, un pays de cendres, des enfants orphelins, des femmes veuves qui, comme elle, devraient apprendre à vivre avec ce qui restait. Mais pour la première fois, l'infirmière s'est demandé si le vrai défi ne serait pas de reconstruire uniquement les villes, mais aussi les vérités qui s'étaient effondrées. Pourquoi détester un ennemi qui vous avait donné du pain? Comment aimer une patrie qui l'avait envoyé mourir? Et comment rentrer chez vous en transportant dans votre poitrine la certitude que quelque part entre la faim et la compassion, était-elle devenue étrange pour elle-même? Le coup de sifflet retentit. Il était temps de partir. Elle est montée dans le wagon sans regarder en arrière. Mais alors que le train s'éloignait, une larme coulait sur son visage, pas pour ce qu'il a laissé, mais pour ce qu'il a emporté avec lui. L'odeur du bacon le matin, l'eau chaude des averses, les gestes courtois, les hauts soldats jetant le baseball au soleil. Ces détails seraient nichés en elle après les portes fermées derrière son dos. Alors que les camions se bordaient vers le port, les femmes murmuraient les unes avec les autres, pas des monstres, mais les hommes. Ils ressemblaient à des stars de cinéma, une, répétée, comme s'ils devaient se convaincre. Cette fois, Shameless, a ajouté une autre, la voix a presque perdu dans le bruit du moteur. Ils nous ont traités mieux que ce à quoi nous nous attendions. Halètement. Il est resté silencieux, les doigts serrant la poignée du sac. Ce n'était pas une gratitude ce que je ressentais, pas d'admiration. C'était quelque chose de plus dense, une certitude qui s'est installée comme un plomb dans l'estomac, la vérité n'avait jamais été aussi simple qu'elle lui l'avait enseignée. La guerre avait été tissée avec des mensonges, mais pendant ces mois de captivité, elle devient quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier. Sur la jetée, les navires attendaient, des crochets gris prêts à les rendre aux cendres du Japon. Une par une, les femmes ont embarqué, les pieds lourds, les cœurs divisés entre le soulagement et une douleur qui n'avait pas de nom. Derrière eux, l'Amérique s'est évanouie, une terre de contradictions, de défaites et de miséricorde inattendues, de hauts et de beaux hommes qui avaient brisé chaque histoire qui leur a raconté. Lorsque les moteurs du navire rugissaient, l'infirmière a uni ses mains et a chuchoté une prière. Pas par victoire. Pas pour la vengeance. Par compréhension. Il ne savait pas ce qu'il attendait dans sa patrie,
mais une vérité lui appartenait déjà pour toujours, l'ennemi lui avait regardé dans les yeux et l'avait traité comme un humain. Et ce souvenir, douloureux et lumineux, n'avait pas effacé.